l'enfant dans le couple n'est plus le vôtre. Faut-il pardonner la femme ou divorcer? Faut-il en parler ou s'abstenir lorsque votre épouse ne sait pas encore que vous avez découvert le secret qu'elle garde depuis longtemps au fond de son cœur? Mesdames et messieurs, ce sont ces grosses questions qui nous permettent d'ouvrir cette émission. Jennifer Sativi, bonjour à vous. Bonjour à vous, Roch Aurélien Akouainou. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, encore une fois, de démarrer cette journée en votre compagnie. Le sujet a été si bien introduit, ce qui est sûr, il y aura beaucoup de choses à dire à ce propos. Et les raisons qui peuvent emmener, est-ce que la femme a toujours tort? Est-ce qu'elle peut l'ignorer aussi parfois? Ce qui est sûr, nous aurons des invités assez pointus qui vont nous en dire plus dans quelques minutes, Roch. Absolument, et ils sont déjà dans ce studio. Vous aurez le plaisir de les découvrir. Nous les avons choisis suivant leur profil bien déterminé. En tout cas, asseyez-vous pour en apprendre beaucoup de ce sujet qui est assez sensible, mais qui effraie également. Alors, mesdames et messieurs, avant d'en arriver à ce plateau de discussion sur ce fait de société, mesdames et messieurs, nous vous installons avec les merveilles du Bénin. Quelle belle créature de la nature nous avons admiré tout simplement, hein, la bouche du roi, cette embouchure qui marque la jonction, le point de jonction entre la mer et le fleuve Mono, justement, n'est-ce pas? Absolument, et c'est situé à Grand Popo, un très beau spectacle. Quand vous y rendez, et que vous observez cela, vous êtes aussitôt détendu. Vous vous rendez compte que la nature crée vraiment de belles choses. Absolument, et vous en apprendrez beaucoup, hein. Ça ne se trouve pas partout, donc vous êtes touriste, vous venez au Bénin, vous allez à Grand Popo, demandez tout simplement qu'on vous conduise à la bouche du roi pour y découvrir ce dont nous parlons, ce que vous avez vu d'ailleurs à travers les belles images tout à l'heure. C'est beau tout simplement. Alors, nous allons passer maintenant à l'instant humour, et celui qui a pris l'engagement de nous faire marrer ce matin, de vous permettre de démarrer votre journée dans la beauté. Juste, je ne faisais que le présenter, puis lui-même, il rit déjà. En tout cas, vous aurez le plaisir de le découvrir, hein. C'est l'instant humour. Oui, lorsque vous êtes en colère, quel que soit le problème que vous avez, il vient, il décoince le problème. Lui, c'est sa spécialité. Jennifer. Oui, ça fait un moment que nous l'avons reçu quand même. Il s'agit de Barbosa. Comment allez-vous? Bonjour. Bon, je vais super bien. Ouais. D'accord. Je vais super bien. Et... J'ai constaté que les barbes ont poussé. Oui, les barbes ont poussé, comme vous le savez, c'est à cause du corona que les barbes ont poussé. Je pensais que c'était un signe de richesse. Non, mais attention. Même hier seulement, on m'a déjà, mes parents qui sont au village, ils m'ont déjà envoyé quelques photos. Ils ont déjà fait quelques photos des terres fertiles qui sont disponibles là-bas. Ils m'ont déjà envoyé les photos. C'est ça. Ils ont fait déjà la photo des roues qu'ils ont achetées, les coucous et autres. Ils m'ont dit, bon, si ça ne va pas, il faut revenir au village. Donc, je suis en train d'étudier le dossier pour le moment. C'est ça. Je suis en train d'étudier. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal d'aller labourer la terre. Vous pouvez concilier les deux. Hein. Oui, bon, on peut... Artiste, humoriste, et puis grand agriculteur. Là, c'est bien. Je peux concilier les deux, mais si je vais garder la culture de la terre seule, je pense que là, je serai plus bien. Mais ça dépend, n'est-ce pas? C'est toi l'exemple, hein? Oui. C'est toi le mauvais exemple qu'on donne. Tu n'as pas vu par ça? Pourquoi les gens refusent d'aller au village? C'est pourquoi les gens refusent. Même quand ça ne marche pas. Même quand ça ne marche
marche pas, ils font tout possible pour que ça puisse marcher. D'accord. Ils ne peuvent pas aller au village. Non, c'est dans la persévérance qu'on trouve le bon chemin. Oui, ça va aller. Merci. Et vous savez, il me semble que j'avais pris part ici en temps, ça fait un bon moment déjà. Oui, bien sûr. Et j'avais parlé de certaines choses qui arrivent parfois dans nos églises. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Non, dites-nous. Ah ben, dans les églises, vous allez constater qu'auparavant, si tu es femme, tu viens à l'église, tu vas t'asseoir comme tu veux. Maintenant, c'est plus comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si tu viens à l'église, si tu es une femme, tu viens à l'église, tu ne t'habilles pas d'une manière décente, tu ne restes pas devant. Oui. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Mais maintenant, c'est une bonne chose. Parce que tu dois porter quelque chose qui doit protéger tes genoux. Tes cuisses, tout et tout. Tes cuisses, tout et tout. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se passe dans les églises. Bon, j'étais avec Monsieur Rock, je ne sais pas si peut encore je ne sais pas s'il s'en rappelle. Et on était à l'église. Et vous allez voir qu'ils ont changé les donnes maintenant. Arrivé à l'église, vous allez voir qu'ils ont mis des barrières devant pour ne pas perturber l'homme de Dieu qui est en train de prêcher. Oui. Ces barrières-là. Oui, ces barrières-là, c'est pour éviter les déraillements et les dérapages. Oui, au cours de la prêche de l'homme de Dieu. Parce que la fille, elle était venue à l'église et nous, on était à deux. Monsieur Rock était à côté de moi. Et il y avait seulement une seule place qui était libre. Donc, elle est venue à l'église, donc elle s'est assise à côté de moi. Bon, je ne disais rien. Donc, l'homme de Dieu, lui, il était en train de prêcher. Lorsque Jésus était à Galilée, il faisait des miracles. Lorsqu'il était à Canaan, il transformait l'eau en vin. Donc, le message passait si bien que la fille était emportée. Mais malheureusement, avant de venir à l'église, elle était pressée. Donc, elle a oublié de bien s'habiller. Oh là là. Et elle a laissé les moteurs ouverts. Maintenant, comment l'homme de Dieu va faire pour ramener cette femme à l'ordre? Dieu lui a donné la sagesse. Et il a entonné une chanson. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Jusque-là, elle n'a pas compris. Personne n'aurait compris aussi. Alors qu'à côté d'un homme de Dieu, il y a toujours un interprète. Donc les yeux de l'interprète aussi tombent sur le moteur. Voilà. Et en même temps, l'interprète a compris que c'est à cause de la fille que l'homme de Dieu chantait. Donc l'interprète aussi a entonné une chanson avec sagesse. Allez-y voir à Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité, il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Et c'est là la fille a compris que c'est à cause d'elle que les deux étaient en train de chanter. Et maintenant, elle-même, elle a entonné sa propre chanson. C'est là que tu entends. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Et défaut là, elle fait comme ça. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Mais j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre mes lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. C'était un message codé. C'était un message codé. Non, les trois sont des associés. Ils se connaissaient. Bon, en tout cas, moi, puisque on était tous ensemble. On était tous ensemble et on a vu un peu la scène. Donc, c'est pourquoi parfois il faut faire attention à toutes les chansons. D'accord. À toutes les chansons surtout les filles ou bien surtout que les gens entendent dans l'église. Attention, il faut faire attention à ces chansons. Donc, c'est un peu ça. Je sais qu'il y a la revue de presse. S'il y a un peu de temps, il y a la revue de presse. Il y a quoi dans la revue de presse déjà? Il y a la revue de presse. Nous avons trois presses. Trois presses ce matin. Nous avons la presse n'importe quoi. Il y a la presse n'importe quoi qui est écrit ce matin que parfois nous prions, mais nous ne recevons pas parce qu'au cours de nos prières, nous constatons qu'il y a certaines personnes qui ont leurs idées qui sont dérangées, un peu dérangées. Comment ça? C'est-à-dire, ils ont les idées sur tout ce qu'ils avaient fait au cours de la semaine.
il y a certaines personnes, quand ils commencent pas à prier, ils se souviennent de tout ce qui s'est passé. Parfois, c'est-à-dire des relations qu'ils ont eues avec leurs petites copines et autres. À cause de ça, Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent. Et là, maintenant, en même temps, la presse a souligné quelques noms. Il a souligné, il a monsieur Rock. Oui, souvent, s'il ne reçoit pas, c'est parce qu'il demande mal. Il y a aussi monsieur Fatih ou Djogbe, ils sont nombreux. Et maintenant, les donneuses universelles. La presse, n'importe quoi dit. Les donneuses universelles de Djonké menacent de marcher sur la présidence de la République. Pardon. Et elles l'ont fait. Oui, elles l'ont fait parce qu'ils ont dit que le gouvernement doit les déclarer à la CNSS. On doit commencer par leur donner de salaire. C'est quoi? C'est le gouvernement, leur employeur? Bon, c'est ça que moi-même, je ne sais pas. Et comme ça, puisqu'elles ont décidé de marcher, il y a c'est 100 jeunes filles qui ont décidé de marcher et 100 jeunes garçons ont décidé de les soutenir. Et donc, après la marche, ces jeunes-là les ont raccompagnés chez eux à la maison, chez elles à la maison. On a compris. On a constaté 99 cas de grossesse parmi les rangs de ces 100 jeunes filles qui ont marché sur la présidence. Il y a une qui est en fuite. Bravo, Elle a pris la fuite, donc la solution est toute trouvée. Elles savent déjà qui est-ce qui peut les déclarer à la CNSS. C'est pas moi qui l'ai créé. Non, la presse n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Le journal n'importe quoi. N'importe quoi. D'accord. Merci beaucoup, Barbosa. On va se retrouver pour votre second passage en fin d'émission pour découvrir les autres informations à la une de votre journal. N'importe quoi. Il y a le péché du jour aussi qui a écrit, il y a la colère du jour aussi. D'accord. Oui, d'accord. On a plusieurs péchés. Non, prenez le rendez-vous pour découvrir le péché du jour, la colère du jour avec Barbosa. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous détendre encore un peu. Nous allons chanter et danser, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument, sur cette chanson qui est une reprise de Stan Toron qui n'est plus. Donc, il s'agit de sa chanson Bamano qui a été reprise. Très bien. Bamano, c'est la chanson que nous vous proposons aujourd'hui. J'espère que cela vous rappelle quelque chose. En tout cas, moi, ça me rappelle quelque chose. C'est bien dansant. Découvrons ensemble.
c'était magnifique, très dansant. Nous, on a dansé ici. C'est vrai que vous n'avez pas vu, mais nous vous réservons la partie mouvementée de danse vers la fin de cette émission. Vous aurez le plaisir de voir comment Rock sait bien danser. N'est-ce pas, Jenny? Je vais dire oui d'abord. Oui, je vais aussi faire mes démonstrations à la fin de l'émission. Vous savez que je danse plus que vous, non? Ah, ça, moi, je ne dirais pas oui. Hein. D'accord. Allez, on va s'y mettre à la fin de cette émission. La réalisatrice du jour, Christelle Sagouran, montrera à la face du monde de nous deux qui est le meilleur danseur. Allez, mesdames et messieurs, c'est le moment d'installer le plateau de discussion. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez sensible. Oui, un sujet, un fait de société. Lorsque vous êtes père, que vous découvrez un jour que parmi vos enfants, il y a un qui n'est plus le vôtre. Vous êtes allé faire des tests de groupage et les médecins confirment que cet enfant n'est plus de vous. Il n'est pas de vous. Il n'a jamais été de vous. Alors, faut-il en parler ou s'abstenir? Faut-il pardonner ou divorcer? Mesdames et messieurs, on en parle. Voilà, alors que vous passiez votre vie de couple dans la paix, voilà, vous découvrez que l'un des enfants n'est plus le vôtre. Faut-il pardonner ou divorcer? Faut-il en parler avec votre épouse ou faut-il s'abstenir? Mesdames et messieurs, le débat est assez sensible, le sujet il est assez préoccupant et nous en parlons avec nos invités qui sont déjà autour de cette table. Jennifer, veuillez nous les présenter s'il vous plaît. Oui, nos invités sont déjà sur le plateau. Nous recevons pour vous Madame Claire Rongan-Ayé-Monan qui nous a fait l'honneur, le plaisir d'assister ce matin à la discussion. Bonjour Madame. Bonjour Madame Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et comme le docteur le disait tout à l'heure, vous allez présenter docteur, elle est toujours rayonnante, toujours jeune, toujours belle. Et on a envie de vous demander, mais c'est quoi le secret de cette éternelle jeunesse? Le sourire, le sport, la danse et l'amusement avec les enfants. Ouais. Ça vous réussit en tout cas. Et Rock le disait, nous avons également sur le plateau un gynécologue obstétricien qu'on ne présente plus, docteur Shakirou Latonji. Bonjour à vous également. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi Et qui au vous téléphone Rock, nous aurons un chef coutumier. Il s'agit de Baba Lokodena Djedji Nobime. Bonjour. Bonjour, chef journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez au téléphone, nous allons faire le débat avec vous. Merci. Voilà. Alors, Madame Claire Rongan-Ayé-Monan, voilà le sujet posé. L'homme, il fait cette découverte à sa grande surprise. Il constate qu'un enfant qu'il a toujours considéré comme le sien n'est en réalité pas son enfant. Alors, qu'est-ce qui peut amener ou bien qu'est-ce qui peut expliquer cette réalité du côté de la femme et quel peut être l'état d'âme de l'homme qui apprend cette information? Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. J'avoue que ce n'est pas un sujet facile, encore que ce n'est pas une hypothèse d'école. C'est des faits réels qu'on rencontre parfois dans la vie quotidienne. Et la première réaction de l'homme qui découvre que l'un de ses enfants ne lui appartient pas, naturellement, c'est d'abord en parler à la femme. Et le choc passe, oui, c'est d'abord un choc, un grand choc. Et face à ce choc, même s'il se retient, ce serait peut-être pour réfléchir à comment aborder la question. Oui, mais là, en parler à la femme, vous voulez dire qu'ils vont discuter à deux ou bien en présence d'une tierce personne? Non, je suis sûre que d'abord, il va attaquer la femme, la questionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que cet enfant n'est pas le mien? Comment tu l'as eu? Donc, ça peut être déjà objet d'une petite discussion. S'il y a des gens tout autour, c'est sûr que d'autres personnes vont intervenir.
Mais s'il prend de la hauteur et se dit, cette question me dépasse, il faut que je prenne le temps de réfléchir pour savoir comment gérer. Là, il peut attendre un moment avant d'en parler à la femme. Et ce qui est sûr, ça m'étonnerait que ça soit vraiment comme une lettre à la poste sans que rien ne se passe. Voilà. Et ce qui peut se passer à ce niveau-là, si les deux, ce ne sont que les deux qui en parlent, est-ce qu'il n'y a pas des risques que la femme se suicide parce qu'elle ne veut pas subir cette honte, ces secrets qu'elle a gardés pendant des années, le voilà à la face du monde? Est-ce qu'elle ne va pas prendre le risque de se suicider et l'homme sera responsable de ce qui arriverait à cette femme? Je ne vois même pas le risque du côté de la femme et de l'enfant qui pourra la prendre un jour. Parce que la femme, elle était déjà au courant de cette affaire. Elle le savait, peut-être elle le gardait. Il y en a qui, à l'occasion, balancent au visage de la femme « c'est parce que tu es stérile ou c'est parce que tu ne peux plus procréer. Donc, c'est des situations qui arrivent. Mais si la femme, elle est de bonne foi, parce qu'on a fait beaucoup de discussions avant, d'autres ont dit que ça peut arriver au détour d'un viol de la femme ou d'une séduction avec un supérieur. Elle s'est laissée aller sans vraiment savoir que cela donnerait une grossesse. Donc, si elle-même, au départ, elle ne savait pas, elle s'interrogeait, elle se posait des questions, c'est là que la question de honte peut intervenir et elle peut soit demander à divorcer, si elle peut supporter le divorce, ou elle peut chercher à se faire disparaître pour ne pas, entre parenthèses, boire cette honte devant tout le monde. D'accord. Mais on se demande si c'est toujours la faute de la femme. Docteur Latunji, vous avez certainement aidé plusieurs femmes à accoucher, vous les avez suivies certainement après des accouchements. Est-ce que ce sont des cas auxquels vous avez déjà assisté? Bon, nous avons assisté à beaucoup de cas, ça là, il y en a beaucoup. Nous gardons le secret. Oui. Bon, je pense que par rapport à la question, moi je pense qu'il faut en parler à la femme. À deux d'abord. Il faut toujours commencer à deux. Pour discuter. Elle peut nier, elle peut chercher la preuve, parce que quand vous dites que ce n'est pas mon enfant, il faut une preuve. La première preuve, parfois, avec le groupe sanguin ABO et les autres phénotypes, on peut vous dire si c'est son enfant ou pas. Sinon, on peut aller loin en faisant l'ADN sur le plan scientifique. Et quand c'est évident, la meilleure chose, il faut qu'elle accepte. Ça, je dis. Et les conséquences, c'est à la fois la femme, le mari, l'enfant concerné et les autres enfants. Parce que tout, c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce que sa responsabilité, est-ce que c'est toujours la faute de la femme? Parce qu'on l'a dit, c'est la femme qui connaît le père de son enfant. Mais est-ce qu'elle ne peut pas se perdre parce qu'elle a eu plusieurs partenaires? C'est d'abord sa responsabilité. Je vous dis, c'est d'abord sa responsabilité. Il y a d'autres cas exceptionnels. Le mari n'est pas là, il t'a dit qu'il est en voyage, il va pour 4 ans, 5 ans. Mais quand vous voulez faire des bêtises, comme je le dis toujours, que vous voulez mélanger, il faut la prévention. D'accord. On n'est pas là pour juger. Mais une prévention vous met à l'abri des conséquences. Maintenant, docteur, à supposer que la femme ait eu des rapports avec son homme et un autre homme à la fois et que l'enfant intervient, est-ce qu'elle peut savoir avec précision que cet enfant n'est pas de mon mari, mais de l'autre personne? Ça dépend du temps. Imaginez que vous ayez un rapport sexuel avec votre partenaire, votre mari aujourd'hui, demain à votre amant ou tout ce que vous voulez, la probabilité est égale à 0. C'est très difficile, c'est 50-50. Soit c'est un enfant pour remercier Dieu, soit c'est l'enfant d'autrui. Donc, il faut un temps de 3 à 5 jours. Mais 3 à 5 jours aussi, c'est peut-être une semaine qui est meilleure. Parce que la durée des spermatozoïdes, on vous dira 48 heures, 72 heures, mais d'autres peuvent aller au-delà de 5 heures. Ça ne vous dit rien. Quand vous avez un seul partenaire, vous avez un rapport, on dit que le médecin vous dit que l'ovulation a eu lieu 5 jours après ou 7 jours après, ça ne vous dit rien parce que vous n'avez pas mélangé. Mais si vous avez mélangé, à un moment, vous avez des doutes.
Donc, c'est d'éviter la prévention. Je ne dis, on n'est pas là pour juger. Juste la prévention chaque fois qu'on fait une bêtise. Ok. Nous avons également Baba Loko Denadjedji Nobime au téléphone. Vous êtes chef coutumier. Est-ce que vous pensez que l'idéal pour un couple qui est dans cette situation, pour l'homme, c'est de le dire à sa femme, ou est-ce qu'il faut garder cela pour maintenir l'équilibre dans le foyer? Oui, merci Madame la journaliste. Et garder cela en secret pour la sécurité du foyer. Et ça ne dure pas. C'est précaire. C'est parce qu'à un moment donné, ça va s'éclater un jour. Quel que soit le secret dont on entoure le sujet, ça va s'éclater. Parce que ce n'est pas un enfant. Nous vous recevons un peu faiblement. Essayez de revoir votre position. Ou de désactiver le haut-parleur peut-être. D'accord. Alors, ça passe maintenant. Oui, on vous entend maintenant. D'accord. Je disais tout à l'heure que c'est un secret qu'on peut garder pour la sécurité du foyer, pour maintenir le foyer. Mais c'est pour un temps. C'est que ça ne dure pas. Bon. Monsieur Nobime, nous avons toujours des difficultés à bien vous suivre. Nous allons vous permettre de vous déplacer et on vous revient dans quelques petites secondes. En attendant, Jennifer, nous allons partager les messages que nous ont envoyés les internautes. Il y a Naya Lawson qui dit ceci: la femme connaît toujours l'auteur de sa grossesse, mais j'avoue que le sujet est costaud. Roland Péonton dit, c'est plus que coriace. Comment cette affaire? Il faut prier d'abord de supporter cette information avant de penser gérer après, sinon ça peut donner AVC. Et Romaric Nungboyou dit ceci: il faut suffisamment prendre du recul et prendre le temps de la reprise du test, car il peut s'agir d'une erreur lors du test. Après, si cela se confirmait, tout le cours des événements dépendra vraiment de votre projet de vie, de vos réelles ambitions et surtout comment l'homme reçoit le choc. Il s'agit de plusieurs paramètres en jeu. Cet enfant, les autres enfants, dit votre épouse, les nouvelles données, très dur pour tous. Demandons peut-être aux dames comment elles auraient pensé voir le sujet se gérer. Et Eloge Tonato qui dit, c'est un sujet très sensible. Des fois, il faut mourir avec certains secrets pour éviter de détruire ce qu'on a pris des années pour construire. C'est dur, mais la sagesse oblige. Des fois, seul le silence est roi et le bon chemin. Voilà, quelques messages. Déjà, on va revenir à M. Nobime. Vous êtes toujours en ligne, j'espère. Oui, je suis toujours en ligne. Oui. Voilà, nous vous écoutons très bien maintenant. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut garder ce secret pour l'harmonie du foyer? Un des messages aussi va dans ce sens, ou est-ce qu'il faut le dire? Oui, pour les premiers instants, les premiers jours, les premières années, on peut garder un secret pour la sécurité du foyer. Mais je vous le disais tantôt, c'est précaire, ça ne dure pas. Quel que soit même les messages que vous avez déroulés tout à l'heure, un jour arrivera où cela va s'éclater. Quelles que soient les conditions, c'est naturel. Et c'est comme ça parce que c'est une proscription, il ne faut pas faire ça. Et si on l'a fait, quelles que soient les conditions, cela apparaît. Et c'est pour cela qu'il faut toujours faire attention. D'accord. D'accord. Voyez-vous? Oui. D'accord. Donc, vous savez, si cette pratique-là est pour garder le secret en vie, pour la vie du foyer, surtout que quelqu'un a dit tout à l'heure, ce qu'on a mis des années pour construire et le détruire. Et garder ça jusqu'à ta mort. Mais après ta mort, toi tu es déjà parti, ton âme est partie. Est-ce que cela ne va pas s'éclater? Cela arrive souvent. En tant que chef coutumier, nous assistons trop à des scènes de ce genre. Pourquoi nous conseillons toujours de ne pas de arriver jusqu'à cet extrême. D'accord.
D'accord, très bien. Donc, il faut en parler avec son épouse. Autrement dit, il faut crever l'abcès qui t'a fait face aux conséquences. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un risque que d'en parler, également un risque que de ne pas en parler et de savoir que cet enfant n'est pas le vôtre? En fait, le cas tel que c'est posé, oui, c'est généralement très difficile que l'homme n'en parle pas. Si c'est la situation où il était au courant de la grossesse dès le départ, ils peuvent décider de garder. Parce qu'il y a des cas où vous avez par exemple une femme qui épouse un monsieur et puis ils ont fait 1 ou 2 enfants, après le monsieur s'absente et le temps qu'il revienne, la femme porte déjà une grossesse. Et ils acceptent de garder et vous avez cet enfant au milieu avec d'autres. Donc, quand c'est convenu au départ, ça se gère. Mais tel que c'est dit, la femme avait la grossesse, elle n'a rien dit au monsieur qui découvre ça plus tard. Le choc est tel que c'est toujours difficile pour le monsieur de garder le silence et de ne pas en discuter. Et puis quand on dit que la femme connaît toujours le père de son enfant, ce n'est pas vrai. Le docteur a évoqué la situation de la femme qui couche avec 2 hommes dans la même soirée. Et j'ai connu un cas comme ça où la dame avait son fiancé, ils ont discuté dans la journée comme si ça finissait. Et puis après, un jour, il a commencé par sortir avec quelqu'un d'autre, il a couché déjà avec la personne et c'est le même jour qu'il a retrouvé le fiancé, ils ont repris. Après, elle est tombée enceinte, elle ne savait pas de qui était entre les deux l'auteur de la grossesse. Donc, elle est partie avec celui qui n'est pas l'auteur de la grossesse. Ils se sont épousés, elle a eu l'enfant, elle a eu un second enfant. Et c'est quand l'enfant a commencé par grandir qu'il voyait qu'il a tout du premier et non du père. Donc, dès lors, elle a fini par dire la vérité à l'autre qui a dit, bon, maintenant là, il faut retrouver le père de l'enfant pour lui remettre ça. Donc, quand dès la grossesse, l'homme est au courant, ça passe. C'est comme j'ai évoqué tout à l'heure, la situation des hommes qui sont infertiles et qui acceptent parfois que pour ne pas adopter un enfant parce qu'ils n'acceptent pas trop que l'enfant soit au moins du sang de la femme. Donc, ils s'entendent pour que la femme amène la grossesse d'une manière ou d'une autre. Mais au cas où l'homme n'est pas infertile, il produit bien, il a d'autres enfants avec la femme, les tests ont révélé que les autres enfants sont effectivement de lui. Est-ce qu'il adopte cet enfant, je ne sais pas s'il faut l'appeler adultérin ou bien vous allez nous situer sur le terme approprié. C'est compliqué, mais en termes vulgaires, c'est enfant adultérin. Parce que là, s'il y a mariage, ça fait quand même un enfant qui est né dans le mariage et qui légalement est enfant légitime, donc l'enfant du mari. Donc si le mari ne conteste pas, il garde l'enfant comme ses autres enfants et l'enfant là est légitime. Personne ne va même lui contester sa qualité d'enfant légitime. Mais tout à l'heure au téléphone, le chef de collectivité disait tout à l'heure que cet enfant ne peut pas être légitime partout lorsqu'il s'agira de faire certaines cérémonies lors peut-être du décès du supposé papa ou du faux papa. Il ne pourra pas faire certaines cérémonies alors qu'il est peut-être l'enfant aîné de la famille. Je souris parce qu'on rentre dans la tradition. Oui. Et parfois, il ne faut pas trop fouiller par là. Mais il y a quand même une expression en fond qui dit « Nous dématouons, on ne meurt pas de ce qu'on ne connaît pas. » Donc, si l'enfant n'est pas informé, n'est pas au courant, le père a gardé le secret, ça veut dire que même aucun des notables et des sages n'est au courant. Il peut le faire sans mourir de ça. Mais les conséquences seront peut-être au niveau du défunt. Non, en fait, il faut chercher pour lier des causes à effet. C'est ça. Quand vous allez chercher, vous trouvez.
D'accord. Ce secret est parfois gardé, docteur, par des hommes qui estiment que le dire à la femme risque de créer certaines situations de dépression à ce niveau où elle pourrait se suicider ou chercher à en finir avec la vie du mari pour qu'il ne la vilipende pas. Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité, mais je veux revenir sur un point, c'est-à-dire pour les examens. Normalement, un homme n'a pas le droit, il ne doit pas chercher à savoir si l'enfant est de lui ou pas. D'accord. Comment ça? Laissez-moi finir. Le jour où vous cherchez à savoir, c'est que vous devez prendre des décisions. Ça veut dire que vous devez en parler à la femme, et ainsi de suite. Sinon, il faut mener avec. Mais lorsque vous avez des doutes, je dis, un peu comme Madame l'a dit vous tout dis, à monsieur, l'heure, oui. d'abord, la religion, c'est pour ça que la religion l'interdit. Dans la religion, l'interdit de chercher à savoir. Quand un enfant, comme on l'a dit tout à l'heure, quand un enfant naît dans un foyer, l'enfant est l'enfant du père. Ok. Même les recherches, c'est interdit dans la religion musulmane, par exemple. Maintenant, pour moi, chaque fois, quand vous doutez, soit vous gardez, mais si vous cherchez, vous êtes obligé d'en parler. D'accord. Les conséquences, comme je l'ai dit, c'est la femme, le mari, l'enfant concerné et les autres enfants. Sur le plan psychique, il y a problème. Maintenant, comment le résoudre, c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Le niveau intellectuel du monsieur. D'abord, le niveau, les conditions socio-économiques du monsieur, de la femme, l'âge de l'enfant. C'est très difficile. Et le rapport entre le père et l'enfant. Vous voyez, c'est tout ça là. C'est-à-dire, pour moi, pas de solution idéale. Mais on ne fera que des approches. Donc, sur le plan psychique, il y a un problème à faire. Donc, il faut parler avec l'enfant. Le père ne doit pas changer. Si, par exemple, pour moi, c'est d'abord la femme. Évitez d'en parler tout autour que à la femme. Quand vous devez en parler avec l'enfant, le père ne doit pas changer son comportement vis-à-vis de cet enfant. Parce que l'enfant va commencer par le voir. Mais n'oubliez pas. Il n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Voilà. Et deuxième chose, on dit toujours, chez nous, quand vous mettez une feuille sur le savon, ça devient savon. Un enfant adopté finit par ressembler à son père adoptif. Tôt ou tard, cet enfant va ressembler à son père parce qu'il aura l'éthique de son père. Donc, papa doit faire attention. C'est le père qui doit beaucoup aider l'enfant, pas seulement la mère. Et on profite de l'occasion pour dire que les enfants n'ont pas le droit de juger leurs parents. Parce que l'enfant aussi peut commencer par changer de comportement et ça va aggraver le problème de la maman. D'accord. Mais dans ces conditions-là, est-ce que vous ne voyez pas que pour l'annonce de cette nouvelle, ne sachant pas quelles peuvent être les conséquences pour plus de sécurité, pour annoncer cette nouvelle, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher quelqu'un en qui on a confiance du côté de la femme, en qui la femme aussi a confiance, et puis à trois, s'asseoir et discuter? Vous savez, lors du mariage, on vous dit dans le mariage, je crois que j'ai écrit beaucoup de chansons là-dessus, vous restez à deux. À deux, déjà, il faut chercher à trouver une solution. Ne cherchez pas d'autres tierces personnes. Plus vous cherchez d'autres tierces personnes, sur le plan psychique, vous avez des problèmes. Parce que Pierre dit à Paul, ne dit pas à Paul, Paul dit à Antoine, Antoine, ça va. À deux. C'est quand vous n'arrivez pas à trouver une solution qu'il faut chercher à ajouter d'autres personnes. Je dis, il faut éviter d'en parler à beaucoup de personnes. Parce que non seulement vous créez des problèmes parce que vous allez vous dire qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que les gens pensent de la femme, c'est en ce moment que vous perturbez davantage. Mais que quand le milieu est restreint, vous êtes deux ou trois, on arrive à contenir. Mais à supposer que vous portez l'information à la femme et cela reste un secret entre vous. Aucun de ses parents ne sait qu'il y a quelque chose du genre. Et en votre absence, elle fait quelque chose et puis elle trépasse parce qu'elle ne veut pas justement subir cette honte-là. Est-ce qu'on ne vous rendra pas responsable de ce décès et ses parents peuvent vous avez dit que les parents ne sont pas au courant. On va me rendre responsable sur ce que les gens ne savent pas. Oui. Parce qu'on va va constater peut-être qu'elle est morte par empoisonnement, je suppose. Mais comment les gens peuvent savoir que c'est parce qu'elle a fait une bêtise qu'elle est morte? Parce que je dis, on est à deux, on reste à deux. On évite d'en parler. Plus vous en parlez, plus vous créez des problèmes. Ça, c'est ma petite expérience là-dessus. Vous en parlez. Mais dès que si elle s'empoisonne ou elle se tue, si les parents ne sont pas au courant, comment on va vous accuser sur un motif que personne ne sait? On peut dire que c'est vous qui l'avez empoisonné. Mais pour vous défendre, est-ce qu'il faut sortir Même si vous sortez, ça, on peut vous dire que vous l'avez... Même si vous sortez, que vous sortez ou pas, on peut vous dire toujours que vous l'avez empoisonné parce que vous n'acceptez pas qu'elle puisse faire ce genre de choses.
Alors, Madame Claire Donc, Rougan. je vous ai dit, il n'y a pas de solution idéale. On ne fera que des approches de solutions. D'accord. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis entièrement d'accord avec lui. Et je voudrais même poser la question de savoir quel serait l'intérêt pour le père d'en parler à une tierce personne. Généralement, les gens se réfèrent à une tierce personne que quand ils veulent prendre d'autres décisions pour savoir « je ne veux plus de cet enfant, qu'est-ce que je vais faire ?» Mais si c'est pour accepter la réalité, ils n'ont pas besoin d'aller en parler avec d'autres personnes. D'accord. Encore quelques messages. Toussaint Sagbofan qui dit ceci. Le citoyen simple que je suis se rapprochera d'abord de ses parents les plus intimes pour voir dans quelle mesure la nouvelle peut parvenir à la grande famille. L'éducateur que je suis cherchera à savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Le dignitaire que je suis réunirai mes proches parents, les proches parents de ma fameuse épouse pour en savoir plus largement sur ce qui s'est passé avant de prendre la décision ultime qui est soit la rupture définitive de nos liens, soit selon les coutumes et les milieux, la purification de la femme pour un nouveau départ. Docteur Romuald Botton nous dit oui, il faut en parler, mais pas aux membres de la famille, mais plutôt entre l'homme et la femme afin qu'ils essaient de trouver une solution pour ne pas vilipender le nom de l'un ou de l'autre en public. Pour l'enfant, selon moi, cela dépendra de la clémence du père qui a subi cela. Il peut continuer de garder cet enfant en lui expliquant cela quand il aura 18 ans. Et Romaric, que nous voyons dit ceci, n'oublions pas que nous parlons de femmes et de l'un des enfants de votre progéniture. Ne serait-il pas une façon de la livrer en cherchant à en parler avec sa famille? La purification telle qu'elle est faite remet-elle le ménage en harmonie? Cette question me permet de demander aux chefs de collectivité en ligne, généralement pour accepter les cas ou accepter que la femme revienne sous le toit de l'homme, vous lui faites faire des cérémonies. Est-ce que cela ramène effectivement l'harmonie espérée dans le couple? Mais pas souvent. Pas souvent parce que j'ai écouté le plateau vraiment avec attention et je le remercie tous. Vous savez, la manière dont nous comprenons les choses à notre niveau n'est pas la même manière dans les coutumes. Au niveau des coutumes, c'est tout à fait différent. Ce qu'on pense que ce n'est pas une affaire qui préoccupe, est une affaire qui interpelle nos manes, les manes de nos ancêtres. Et ça ne se passe pas de la même façon. Vous savez, vous pouvez garder le secret comme vous voulez. On ne meurt pas de ce qu'on ne connaît pas, mais on meurt de ce qu'on ne veut pas connaître. Pour la simple raison que quand vous le dites, vous voulez sauvegarder une vie, vous voulez sauvegarder une famille, vous voulez laisser un foyer en harmonie. Mais dans l'ombre, ce n'est pas de la même manière que cela se passe. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'être encouragé à entretenir une situation du genre. C'est vrai, il vaut mieux en parler si la décision ultime de l'un ou de l'autre arrive. Si c'est pour casser, il vaut mieux couper ça très tôt le matin au lieu de garder pour que le soir, on commence par créer des ennuis, non seulement en famille, mais aussi pour le jeune garçon ou bien la jeune fille qui n'a pas choisi ce sort avant d'être né. Il faut lui préserver sa vie. Il n'y a pas de rituel qu'on peut faire à un garçon comme ça ou bien à une fille comme ça quand il n'est pas biologiquement de la collectivité. D'accord. Merci beaucoup, Da Nobime, d'être au téléphone. Vous restez en ligne. Nous allons voir également du côté des citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou ce qu'ils pensent de ce sujet. Nous leur avons tendu notre micro. Nous les écoutons. On va dire fille, bah fille, ma soeur est fille toi. Nado qui quand vient avec bébé. Enseigne moi ado, ouais tu nao dao, nao blo nous on va dire. Nao ouli alors. Peko, ouais tu bando fiji ouais. Moi va y mo, nous quand vient que gena de.
si j'apprends que ma femme a fait un enfant qui n'est pas le mien, mais disait que cet enfant était le mien. Et c'est après que je découvre cela, nous devons aller à une réunion familiale. Donc, et c'est là que je vais décider. Moi, je ne tolère pas l'infidélité. D'abord, il faut la patience pour gérer ça. Déjà que ce n'est pas un petit problème, je vais faire intervenir les familles des deux côtés et ensemble, nous allons essayer d'en trouver une solution par rapport à ça. Moi, je ne vais pas souhaiter rester avec cette femme parce que celle qui déjà t'a caché une telle chose durant toutes ces années, celui-là, je peux la considérer comme une sorcière. Si j'apprends qu'un des enfants n'est pas le mien, je vais demander à ce qu'on lui fasse un test d'ADN. Ça dit pour plus de confirmation aux autres enfants. C'est vrai, elle a commis l'adultère certainement. Donc je pense que ça doit se régler entre nous, pas aller jusque, je sais pas, parce que déjà l'enfant qui est né n'est responsable de rien. Donc je pense que c'est la faute aux parents. Ben, si ça m'arrivait, je pense que j'ai déjà élevé cet enfant jusqu'à l'âge donné, certainement que j'aurai d'amour pour ce dernier. Donc il n'y aura même pas de raison même de retourner cet enfant au père biologique. Voilà, retour en plateau avec justement ces réactions. Et il y a d'autres messages qui accompagnent. Il y a Eudoxie Padonou qui dit ceci: là où il n'y a pas la confiance, aucune harmonie n'est possible. Mémé Bouriana Dagia qui nous dit: le sujet du jour est plus que coriace, il faut bien réfléchir aux conséquences avant de l'aborder. Sinon, en le décortiquant, quelle en serait la finalité? Voilà. Et docteur Komlan Agossou, il est gynécologue, il dit: faut-il en parler? Forcément oui, autrement ce sera une source de tension permanente, puis de discorde, puis tout partira en vrille. Avec qui en parler? Il faut déjà que la découverte se fasse dans les règles de l'art. Autrement, on part peut-être au-devant d'une catastrophe, psychodrame familial. Et docteur Romuald Boton qui revient, c'est au détour de bilan systématique que je fais aux enfants que sont le groupe sanguin ou l'électrophorèse de l'hémoglobine qu'on se rend compte que la paternité de l'enfant n'est pas avérée. Voilà. Alors, Madame Claire Rougaye-Mona, lorsque vous vous rendez compte que la paternité de l'enfant n'est pas avérée au plan juridique, est-ce que cela vous donne des libertés pour décider? D'abord, je voudrais revenir sur le plan un peu traditionnel, parce qu'on fait aussi un peu, on a appris un peu le droit traditionnel aussi. Okay. Le mariage traditionnel se fait devant la famille. Et le divorce traditionnel se fait devant la famille. Donc, s'il y a problème et que l'homme juge nécessaire aller en parler devant la famille, c'est que déjà, il va devant l'instance capable de prononcer le divorce ou de leur trouver une tentative de conciliation avec des cérémonies traditionnelles et autres. Donc ça, c'est un cas à part. Maintenant, si c'est que les intéressés veulent aller devant le tribunal, parce que ce n'est pas une question de mariage ici, c'est une question d'enfant. Donc, qu'il y ait mariage ou pas, à partir du moment où l'enfant porte le nom du père, qui découvre un jour qu'il n'est pas son père, s'il décide de continuer à assumer la paternité, il n'y a pas de problème. Mais s'il pense qu'il ne peut pas, c'est qu'il va écrire au tribunal pour désavouer sa paternité. Donc, on parle d'action en désaveu de paternité. Mais c'est renfermé dans le délai de 2 ans.
Comme on n'est pas dans la situation d'un bébé, je ne dis pas le délai de 6 mois, parce que si c'est à la naissance que le papa découvre, c'est le délai de 6 mois. Mais à ce moment, à partir du jour où il a l'information, il doit vite prendre une décision pour écrire au tribunal et apporter maintenant les éléments de preuve. Si c'est nécessaire, le tribunal peut commettre encore un expert pour refaire ou approfondir les analyses et tirer donc des éléments du rapport de l'expert pour rendre la décision. Mais au cas où c'est à l'âge adolescent qu'on découvre la nouvelle, l'enfant a déjà eu pratiquement son CEP, son BEPC, peut-être son baccalauréat aussi. C'est en cela que c'est dur pour l'enfant. Et là, l'enfant sera obligé de porter le nom de la mère. En réalité, c'est pour refuser, pour éviter ces genres de situations qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de mariage, on insiste pour que ce soit le père qui aille faire la déclaration de l'enfant. Parce que dès lors que vous allez vous-même faire la déclaration pour reconnaître votre paternité, votre action est irrecevable. Mais là, votre action est irrecevable. Au moment où vous faites la déclaration, vous n'avez encore aucune certitude. Si vous n'avez pas de certitude, il vaut mieux ne pas aller faire la déclaration et laisser l'enfant porter le nom de la mère à la naissance, quitte à ce que soit la maman va intenter une action contre vous pour la reconnaissance de l'enfant. Et à ce moment, vous pouvez demander à faire des analyses avant de reconnaître l'enfant. Pour vous-même, si vous constatez que vous pouvez en être le père et qu'il donne l'enfant à un autre monsieur dont vous contestez la paternité, parce que ça arrive. Ça arrive que quand l'auteur ou le présumé auteur hésite, la femme trouve quelqu'un d'autre qui accepte de prendre l'enfant et qui va reconnaître l'enfant. C'est à ce moment que le présumé commence par contester pour dire « Ah non, c'est moi le père ». Donc, dans ces conditions, c'est à lui maintenant d'aller désavouer la paternité de l'autre et ça devient un conflit qui est réglé par le tribunal. Si c'est les trois, ben, le tribunal va ordonner l'expertise pour les quatre. Le premier père, le second père, l'enfant et la mère. Et si le résultat conclut à ce qu'aucun des deux n'est le père, ça peut arriver. L'enfant portera le nom de sa mère. Le nom de la mère, jusqu'au moment où éventuellement on retrouvera le père. Et il y a même la situation des femmes qui, à la naissance, préfèrent, quand elles ont des doutes, elles préfèrent donner leur nom à l'enfant pour tout régler, parce qu'ils savent que, bon, si après l'enfant commence par grandir ou je constate que c'est là, je peux en parler au père qui va reconnaître l'enfant. Si ce n'est pas mieux de tout de suite chercher à faire les tests ADN, par exemple, parce que, quelles que soient les précautions juridiques qu'on prend, le doute est toujours là. Bon, vous savez, il y a d'autres pays où le test, ils ont commencé par faire, même en France, ils ont commencé à faire le test d'ADN de manière systématique. Mais ils ont vu, il y a eu beaucoup de... Ça a créé beaucoup de conséquences. C'est pourquoi les gens ont arrêté. Il y a beaucoup d'enfants qui n'apprenaient pas à leur père, et ça a créé tellement de... Aujourd'hui, on ne fait pas. Vous faites une demande et pour faire. On ne peut pas. Parce que si on doit le faire, ça va créer beaucoup. Mais il y a au moins les tests de groupage sanguin qui peuvent déjà orienter. Exactement. Ouais. On en a vu même le test du groupe AB, parce que ce n'est pas seulement ABO, hein, il y a ABO, il y a des petits grands E, petits E, même l'électrophorèse de l'hémoglobine suffit aussi pour faire la différence. Vous avez du groupe O et l'enfant est du groupe A ou B, vous savez, il y a quelque chose, bref. Vous savez, il faut éviter, il y a des pays où on vous oblige à le faire de manière systématique, ils ont commencé en France, ils ont arrêté. Mais aujourd'hui, quand vous voulez reconnaître un enfant, par exemple, nos frères et sœurs qui sont en Europe, ils ont dit c'est mon enfant, ils veulent le prendre en foyer dans leur maison parce qu'ils se disent c'est un enfant. Dans d'autres pays, on vous dit de faire l'ADN d'abord pour prouver que c'est votre enfant avant de lui faire le papier. Mais aujourd'hui, la science a tellement évolué que, bon, il y a des tableaux qui existent qui montrent les possibilités d'avoir d'enfants avec tel groupe ou tel groupe. Est-ce que le fait de recourir à ces tableaux ne peut pas créer de problèmes? Est-ce que c'est l'assurance à 100% ces tableaux? Vous savez, nous ne le faisons pas, on ne fait pas systématique. On fait l'examen systématique, mais
Imaginez, vous avez un couple, la femme est O, la femme est, par exemple, le mari est AB, la femme est O et l'enfant est O. Mais nous, on n'est pas là pour juger. On donne les examens, les résultats, mais on ne va pas appeler le père pour dire c'est pas ton enfant. On n'est pas là pour ça. Vous comprenez ce que je dis? Lui, avec le tableau, il peut se faire sa religion et dire voilà. Mais ce n'est pas à nous de tirer l'attention obligatoirement. S'il nous pose la question, on n'a pas le droit de mentir. En ce moment, il dit de faire des examens poussés. Est-ce que vous comprenez? Mais on n'est pas là pour ça. Faire des examens basiques, est-ce que ce n'est pas plus approprié parce que beaucoup n'ont pas les moyens qu'il faut pour les tests d'ADN proprement parlé? Est-ce que ce n'est pas un peu cher ces tests-là? Bon, les moyens basiques existent. Un enfant n'a pas de prix. De prix. Les moyens basiques peuvent nous aider, mais parfois peuvent ne pas nous aider. Imaginez, vous êtes du même groupe, le mari est du même groupe que l'amant. Le résultat sera le même. D'accord? C'est tout simple. Mais au niveau de l'ADN, c'est près de 99,99%. D'accord. Je dis 99,99%. Donc, c'est sûr. Très bien. Une autre liste de messages, c'est un sujet qui passionne vraiment et qui fait réagir beaucoup de personnes. Donc, comme là, Gossou qui revient pour dire les enjeux de la paternité défaite ou déchue vont au-delà de la relation mari-femme. L'identité des enfants en sera impactée et très ébranlée. Des frères qui, du coup, ne sont plus frères. Un enfant qui, du coup, n'appartient plus mathématiquement à cette famille. C'est affreux. Dans tous les cas de figure, je conseillerais le recours à un psychologue pour accompagner le couple et les enfants. Sur le plan juridique, y a-t-il adultère ou pas? Je laisse les hommes de droit nous éclairer sur les diverses possibilités de sanctions subséquentes. Et docteur Omiad Boton qui revient, je vis cette situation au moins 10 fois chaque année. Le cas le plus patent cette année, c'est à la naissance. Nouveau-né ayant besoin d'être transfusé, groupage du bébé et des 2 parents incompatibles. On reprend dans 3 laboratoires qui confirment et le père refuse de prendre soin du bébé. La mère dit qu'elle reconnaît avoir fauté, mais il faut que l'homme s'occupe d'abord du bébé et ils vont discuter après du problème d'adultère. Dès que l'enfant s'est senti mieux, le monsieur a chassé la femme avec les 3 enfants, bien que potentiellement les 2 premiers soient de lui, et il refuse le test de paternité. Et Martin Chafara dit ceci, chez moi, il n'y aura pas de débat. Madame est obligée de me dire la vérité et amener l'enfant à son vrai père. C'est même criminel de vivre sous le toit d'un homme et de commettre cette erreur. Et docteur Omiad Boton qui lui répond, on marche sur des œufs, donc il ne faut pas compromettre l'avenir de l'enfant et de la mère par rapport au regard que les autres enfants légitimes auront d'elle. Parce que les enfants peuvent grandir avec l'impression qu'une femme est toujours adultère et ils vont vivre leur vie de couple avec ce handicap. Il faut vraiment y aller avec tact et subtilité pour ne pas impacter sur l'avenir des enfants. Et docteur Komla Gossou qui dit encore, il y a des éventualités causales récurrentes que je rencontre dans ma pratique quotidienne. C'est le cas de viol en milieu professionnel par le boss et sur une femme mariée. Elle partage moins facilement l'information avec son mari et il risque d'y avoir adoption de facto par omission feinte forcée. Voilà, Martin Chafara qui revient personnellement, mon sang m'est cher. Aucune erreur ou faute de l'homme ne doit pousser une femme sous toit à commettre l'adultère. Il faut libérer simplement et sans embâche ces genres de femmes et retirer ses propres enfants pour en assurer une bonne éducation. Chacun prend ses enfants légitimes et on se quitte en douceur. Voilà. Alors, Monsieur Nobi, mais est-ce que vous ne pensez pas que par rapport aux tensions que cela peut générer après, même vous l'avez dit, l'harmonie ne revient pas totalement dans le couple quand on fait des cérémonies. Est-ce que, comme le disait tout à l'heure Martin Chafara, l'idéal n'est pas de remercier en douceur la femme et puis chacun fait sa vie de son côté? Tout dépend des deux. Si la femme consent qu'avec l'erreur, je peux résister, et que l'homme aussi consent qu'avec l'erreur, il peut résister, là, ça fait question d'unanimité. Mais retenez-vous tranquille, quelles que soient les conditions, la difficulté persiste, elle est là. Les ennuis sont là. Vous savez,
Si je donne un exemple maintenant, que le monsieur consent que sa femme a commis une erreur, donc garde l'enfant, la femme accepte de rester, de résister, mais au fil des jours, le père, le vrai père de l'enfant se présente, même en famille, dans la collectivité, pour dire cet enfant-là n'est pas de ce monsieur, c'est mon enfant. Et la ressemblance est totale. N'est-il pas une honte? C'est pourquoi la vie que celui qui vient de dérouler tout à l'heure pour dire je prends les enfants propres à moi et la femme c'est en aille, je pense que c'est une décision parmi les décisions. Parce que la vérité finira toujours par arriver un jour. C'est ça que je veux que le plateau aussi comprenne dans tous les aménagements. D'accord, très bien. Madame Claire Yomona, il a soulevé un cas important. Il dit la vérité finira par jaillir un jour. C'est peut-être, vous-même vous l'avez dit, le vrai père de l'enfant qui irait dans la collectivité familiale du supposé mari pour dire cet enfant qui est censé être de votre fils ne l'est pas, je suis son vrai père. En fait, je voudrais dire qu'il n'y a pas de réponse standard à cette situation. Il faut prendre cas par cas. Et ce n'est pas au conseiller de dire à l'homme ce qu'il va faire. Moi, je pense que dans ce genre de situation, ce qu'il faut, si vraiment une tierce personne intervient, c'est de faire asseoir les deux. Pour leur expliquer le problème, les possibilités, mais les avantages et les inconvénients de la décision à prendre. Si vous voulez aller dans le cas d'une séparation ou de contestation de renvoi de l'enfant, qu'est-ce que ça représente pour vous et les autres enfants? Pour l'enfant qui n'a rien fait dans cette situation et pour la maman. Donc, je pense que c'est des décisions qui seront prises par les concernés, mais après peut-être des gens, et c'est en cela que l'intervention des psychologues peut être intéressant, qu'on leur dise il ne faut pas agir sur un coup de tête. Mais il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Dans ces conditions, à supposer que le vrai père de l'enfant est à la recherche d'un enfant, il n'en a pas avec sa femme où il est, donc il a décidé d'aller à la recherche de cet enfant. Celui à qui on a donné la grossesse et qui a supporté jusque-là, il se fait peut-être que c'est le seul garçon qu'il a et sur qui il compte et fait tout avec ce garçon. Voilà que du jour au lendemain, on lui dit « on va te l'arracher, c'est pas ton enfant ». C'est un psychodrame. Là, si le père qui a toujours gardé, lui, il peut, s'il ne veut pas contester sa paternité, il insiste sur le fait que c'est son enfant qui ne veut pas laisser l'enfant, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est la mère, parce qu'il chasse la mère, et la mère a la possibilité maintenant de se remarier avec le vrai père, il revient à ce moment à la mère de contester la paternité, mais en même temps, la loi ne permet donc à la mère de contester la paternité à ce moment que si dans le même temps, il fait reconnaître l'enfant par le vrai père. Donc l'enfant quitte le père qui n'est pas le sien, mais se retrouve avec le vrai père et que les deux décident de se marier. Donc là, il rentre dans un autre ménage comme enfant légitime. Est-ce que cette transition-là est toujours évidente pour l'enfant qui est plutôt habitué à un autre père, par exemple? D'accord. Bon, je vais d'abord dire quelque chose que... Il faut comprendre que ça ne nous arrive jamais. Parce que quand ça nous arrive, on n'aura pas les mêmes réactions. Mais nous devons aussi remarquer que l'enfant est l'enfant de la mère et le frère ou la sœur des autres enfants. Donc, l'enlever de là pour l'amener ailleurs, c'est encore un autre problème que vous créez, non seulement à l'enfant, mais aussi à ses frères et sœurs qui sont habités parce qu'ils constituent une famille. Donc, pour moi, c'est très, très difficile. C'est trop facile de dire je vais emporter mon enfant, même si vous l'enlevez du milieu. C'est comme un arbre. Quand vous plantez un arbre, quand vous l'enlevez du milieu, vous l'amenez ailleurs, ça se fane d'abord avant que ça reprenne. Et parfois, ça ne reprend plus jamais. Donc c'est un problème délicat
auxquels nous devons vraiment réfléchir pour trouver une solution. Okay. Mais il n'y a pas de solution idéale, comme on l'a dit, pas de solution standard. D'accord. D'accord, très bien. Alors, on va rapidement faire un dernier tour de table. Hein. On n'a pas vu le temps passer. Alors, Monsieur Nobime, vous êtes toujours en ligne. On comprend votre position. Vous dites qu'il faut crever l'abcès très tôt, sinon la vérité finira par jaillir. Pour crever cet abcès-là, est-ce que vous pensez qu'il faut en discuter avec la femme seule, avec son mari, ou bien il faut se faire assister par des gens qui sont sages? Oui, il faut se faire assister par des gens qui sont sages. Mais au départ, il vaut mieux communiquer avec ta femme, pour ouvrir le débat avec ta femme et après associer une tierce personne sage qui va les conseiller. C'est ainsi que ça peut démarrer. Mais quelles que soient les conditions, l'enfant qui est d'un autre père finira par aller dans sa famille. Sinon, il n'y a pas de stabilité pour lui. Il devient violent à un moment donné, il n'est pas stable. Et tout ce qu'il va faire ne connaîtra jamais de stabilité. Il y a toujours des ennuis. Il faut que nous comprenions cela. Et c'est pour cela qu'il faut que, être humains que nous sommes, nous distinguions de respecter les commandements qui nous donnent une très bonne vie, un bon comportement, une bonne pratique. Il vaut mieux tout faire pour éviter tant soit peu ces comportements-là. Ça ne paye pas et ça rattrape toujours. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nobime. Alors, docteur Chakiroula Tondi, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure ce débat? C'est d'abord la première des choses, prions que ça ne nous arrive jamais. Il n'y a pas de solution idéale. Pour moi, il faut discuter à deux d'abord. À deux. Si on arrive à s'entendre, c'est fini. Parce que quand vous en parlez aux autres, c'est pas seulement la femme qu'on regarde d'un mauvais œil. Même vous aussi, on dit que vous êtes cocu. C'est ça. Donc, c'est d'éviter de trouver une solution d'abord à deux. Mais lorsque c'est un médecin qui vous fait remarquer la supercherie, si c'est un médecin qui vous fait remarquer la supercherie, est-ce que vous pouvez l'associer? Pourquoi le médecin va vous faire remarquer la supercherie? Il y a l'obligation du secret professionnel. Pourquoi? Je vous ai dit non, tout à l'heure. à supposer qu'il vous demande de faire les tests de paternité. Non, groupe de sang. De groupe sang. De groupe de sang. Oui. Et puis il constate que l'enfant ne peut pas porter, comment dit-on, ce rhésus et être de vous deux. Je vous ai dit que il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas chez nous. Nous, on est là pour les résultats. Et même si on peut dire la vérité sans mentir, mais d'une autre façon. Si le test, si c'est incompatible, il y a un problème d'incompatibilité, nous allons essayer de trouver une solution. Mais ce n'est pas à vous de dire au médecin, au couple, que ce n'est pas son enfant, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre droit. Pour compléter, le médecin qui veut se protéger dans ce genre de situation va demander une ordonnance du juge pour agir. Ensuite, le médecin qui a l'information, mais qui ne garde pas le secret professionnel et dévoile, il peut être poursuivi par l'homme au cas où lui ne voudrait pas, par exemple, que la situation soit sûre de tout le monde, ou même la femme. Il peut poursuivre ce médecin pour violation ou non-respect de secret professionnel et autres. Donc, si quelqu'un, un agent de santé le fait, moi, je dirais celui-là, il n'est pas professionnel. D'accord. Est-ce que ce sera tout? Vous avez un autre mot de fin pour conclure? En fait, je voudrais dire que c'est un fait qui met en quelque sorte la femme sur le banc des accusés. Parce que qu'on le veuille ou pas, tout est parti de la femme. Je voudrais en profiter pour dire que en tant que femme, il faut savoir quoi qu'il arrive dans le couple, il faut savoir adopter le comportement digne d'une femme qui ne vous amènerait pas à ces genres de situations. S'il y a des difficultés que vous voulez partir, il vaut mieux décider de partir. Si c'est même des cas de viol, comme on en a dit, il faut avoir le courage de le dire parce que votre silence sera considéré après comme une complicité. Il ne faudra pas le faire. Donc là, c'est un appel aux femmes pour que
les comportements adoptés pour que ces genres de situations ne nous arrivent pas. Il faut savoir l'adopter, non pas pour le mari, mais d'abord pour sa dignité de femme. D'accord. Merci beaucoup, Madame Claire Ongan-Emona, pour toutes ces explications, assez de contributions précieuses pour ce débat. Le débat, il reste ouvert. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects. Hein. En tout cas, c'est un sujet de fait de société, une pratique qui accoude dans notre société. Et comme on l'a dit, il faut prendre ces dispositions pour aborder justement ces questions lorsque vous faites des découvertes pareilles. Merci beaucoup à tout un chacun. Merci à vous aussi qui êtes restés là et qui nous suivez actuellement. Nous allons marquer une pause. Jennifer, le temps de raccompagner nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre... En plateau pour enchaîner avec Us et coutumes. Et aujourd'hui, Jennifer, vous vouliez qu'on aille dans quelle localité du Bénin? Chez les Yom, dans le nord du Bénin. Absolument, nous allons chez les Yom, dans le nord du Bénin. Pour découvrir une bouillie particulière qui fait partie des us et coutumes de cette région. Absolument. Parler de l'art culinaire, Saragna qui est une bouillie à base de mil de maïs ou de sorgho qui est faite après avoir servi les gens le soir, le dîner, le reste de la pâte de mil, la pâte de maïs, la pâte de sorgho, c'est fermenté à l'aide notamment de la cassa ou plutôt d'une eau fermentée. Donc on prépare le reste de la pâte, on ferme et le lendemain on a une bouillie particulière mais spéciale à la communauté Yom Taneka. C'est une bouillie, pour ceux qui connaissent cette communauté-là, vous ne pouvez pas y aller et ne pas goûter. Même une personnalité, quand elle va, pour bien l'accueillir, il faut ça. C'est une bouillie qui est vitale parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est une communauté agricole. En matière de champ, il faut se réveiller tôt, 5h, 6h. On n'a pas le temps de préparer. Alors, la bouillie est faite la veille, elle est prête. Vous prenez, vous allez au champ. Et aussi arriver au champ en voulant fournir d'efforts. Rivaliser avec le soleil qui est dans sa course effrénée, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer ou faire des mets qui requièrent du temps. Le plus souvent, non, ça ne rentre pas en ligne de compte dans les mets cultuels et tout le reste, non. Mais pour égayer les moments de causerie, les moments de visite rapide, elle est là, cette bouillie-là. C'est une bouillie de l'instantanéité. Pas une bouillie qui est consommée qu'au village. La bouillie, elle est facile à faire. Et ceux qui sont dans les villes ont trouvé encore des moyens de la rendre plus, si vous voulez, agréable, en y ajoutant désormais de la glace, peut-être un peu si vous voulez, de lait. Elle résiste même à l'urbanisation, si vous voulez, cette bouillie-là. Ah oui, on a découvert cette bouillie assez spéciale. Oui, cette bouillie spéciale très culturelle, qui est plus ou moins maintenant civilisée, si je puis dire, ou modernisée avec de la glace et du lait, mais qui au départ n'était pas cela. C'est intéressant, hein? Vous en avez déjà bu une fois? Oui,
Oui, oui, mais de la façon moderne. D'accord, très bien. Allez, la réalisatrice, elle nous a trahis. Elle a montré rapidement notre invité. Oui. C'est notre invité prénom africain. Elle nous vient directement de l'aire culturelle d'Indi. Elle va nous donner un prénom d'Indi et nous donner ses caractéristiques. C'est un prénom africain. Eh oui, nous pensions garder le suspense, mais bon, déjà, les téléspectateurs l'ont déjà vu. C'est une belle dame, très belle dame sur le plateau ici. Madame Salati Kamilatou Mohamedou. Ok, bonjour et c'est un plaisir de vous recevoir dans la rubrique prénom africain. Bonjour. Bonjour et aujourd'hui vous nous parlez du prénom Beikpe, c'est ça? Bien sûr. J'ai bien prononcé Beikpe. Bien sûr, Beikpe. Beikpe. Oui. Beikpe. Ce qui signifie le savant. Le savant. Savant. Le savant. Ah d'accord. Okay. C'est un prénom masculin ou féminin? Les deux. Les deux. Mais dans quelles conditions on peut donner Beikpe à un enfant? Parce qu'il sait des choses? Bon, ça dépend de l'inspiration de ses parents. D'accord. Les enfants Beikpe n'ont pas un caractère particulier. D'accord. Mais ce prénom peut porter chance à cet enfant. Il peut être plus intelligent que ses frères. Bon, à travers son comportement, la manière dont il réagit, sa façon de comprendre et d'agir. En même temps, sans qu'on ne le dise, on sent que lui là, c'est un savant. D'accord, donc c'est une prière. C'est une prière que les parents formulent. Ce n'est pas que l'enfant est né dans certaines conditions précises. Non. Non, pour ce prénom-ci, non. Et comme on le dit, le prénom est accompagné d'une force qui agit sur l'enfant. C'est ce que vous voulez dire. Lorsqu'un enfant porte ce prénom Beikpe, justement, il montre, il se différencie des autres enfants à travers ses comportements, etc. Est-ce que cela est toujours réel? Est-ce que c'est toujours avéré? Tous les Beikpe sont-ils intelligents? Très souvent. Très souvent. Très souvent. Vous savez, nos prénoms, ça joue sur notre vie quotidienne. Si vous portez un prénom, je ne sais pas, qui n'est vraiment pas valable, qui ne favorise pas votre personnalité, subitement, vous allez commencer par agir dans la société comme genre une personne qui n'est vraiment pas normal. Alors, donc, avant de donner ça, est-ce qu'il faut faire des consultations ou bien, parce que vous avez donné le prénom Beikpe, tous ceux qui vous ont écouté et qui sont peut-être en attente, tout le monde veut avoir des enfants intelligents. On peut être tenté de lui donner ce prénom. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous ne voyez pas que même les influences que les prénoms ont sur l'enfant peut être dû à l'environnement, pas forcément au nom que l'on donne à la personne. Bien sûr. C'est un souhait. Déjà, dès la grossesse, je veux que cet enfant soit sage, intelligent. Donc, je lui donne le nom Beikpe. D'accord. Donc, c'est une prière que je fais. Et j'espère. Mais est-ce que les parents n'ont pas un rôle à jouer? Est-ce qu'il suffit de donner le nom Beikpe et tout de suite, on est sûr d'avoir un enfant intelligent? Ou est-ce qu'il ne faut pas l'accompagner? Ça, non. Ce n'est pas gagné d'avance. L'éducation, ça tient et ça reste pour toujours. D'accord. Oui. Il ne suffit pas de donner ce prénom à son enfant et de rester les bras croisés et de lui laisser faire ce qu'il veut. Il va devenir sage. Non. D'accord. Et c'est le moment de passer aux astuces. Astuces du jour, comment conserver l'éclat de nos pagnes. Ah oui, vous voulez savoir que votre paille ne se déteigne jamais? Il y a des astuces et Jennifer, elle est venue avec ses astuces. Découvrons.
Voilà, Jennifer Sativi, astuce pour conserver l'éclat des pailles. Absolument. Déjà, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas... certains pailles se détériorent très vite, se dégradent et perdent leur éclat. Là, c'est dommage, c'est déjà, je dirais, perdu. Mais il y a des petites astuces qu'on peut faire lorsqu'on les achète pour éviter que cela ne se dégrade. Et ça peut durer aussi longtemps qu'on veut, tant qu'on fait ces astuces. Donc, c'est de cela que nous allons parler. Est-ce que ce n'est pas cette astuce que vous avez utilisée pour votre habit? Oui, c'est cette astuce que j'ai utilisée. Je l'utilise depuis 2 ans. Donc, voilà, j'espère que les téléspectateurs aussi vont faire leur expérience. Alors, déjà, 3 petites astuces que je vais partager avec vous. Le citron. On peut se servir du citron pour faire la lessive parce que non seulement le citron va fixer les couleurs, mais le jus de citron mêlé à l'eau de lavage va vous débarrasser des odeurs qu'il y a dans vos vêtements. Et cela conserve l'éclat de votre paille qui ne changera jamais. Donc, à chaque fois que vous voulez faire de la lessive, que ce soit dans l'eau c'est préférable dans l'eau savonneuse pour maintenir l'éclat parce que c'est là souvent que les choses, les dessins s'en vont et se détériorent. Donc, mettre beaucoup de citron ou un peu, en tout cas assez, pour s'en servir et frotter les pailles. Avec cela, vous conservez l'éclat. Le vinaigre blanc également, la même façon. Dans un premier lavage, vous trempez vos vêtements dans un récipient rempli d'eau contenant 5 cuillerées à café de vinaigre blanc. Vous les laissez tremper d'abord. Ensuite, cela permettra de fixer la couleur du tissu. C'est après cela, vous laissez tremper cela plusieurs minutes, voire 1 heure ou 2. Et par la suite, vous les lavez comme d'habitude et pas d'inquiétude, la couleur ne changera jamais. Ça, on vous le garantit. Vous pouvez le faire lorsque vous faites la lessive dans la machine à laver, un peu comme nous le voyons là. Et vous pouvez également vous en servir, que ce soit dans la bassine ou pas. Le principe est le même, ça ne change pas. Et puis, ça marche. Ça, c'est une certitude. Wow. Il y a également une autre astuce, Roch, c'est l'eau salée que certaines personnes estiment être une merveille. Alors, l'astuce est très simple. Il suffit de mettre dans de l'eau de lavage une bonne quantité de sel. Voilà. Vous pouvez utiliser tout le pot, un peu comme nous le voyons là. Vous le versez. Voilà, vous pouvez mélanger avec le citron aussi. C'est comme vous voulez. Vous mettez vos vêtements, vous mettez une bonne quantité dans de l'eau et ensuite vous y mettez vos vêtements en paille. Vous les lavez sans vous soucier avec le savon, etc. Et le paille conserve son éclat pendant tout le temps qu'il faudra. Et lorsque l'eau salée ne mousse pas, ne vous en faites surtout pas parce que c'est normal. Avoir du sel dans de l'eau savonneuse peut faire que cela ne mousse pas. Mais ça ne veut pas dire que votre tissu, que vos habits ne sont pas propres, pas du tout. Wow. Lavez tout simplement. Et si vous pouvez répéter ces astuces à chaque fois que vous devez laver des pailles fragiles ou pas, vous allez remarquer que en fait, ça ne se déteint pas du tout. Et ces 3 astuces sont à essayer différemment. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Ne mettez pas les astuces ensemble. Sinon, ça peut produire l'effet contraire. Oui. Donc, du sel, du vinaigre, du citron mélangé. Non, ce n'est pas le principe. Merci Jennifer. C'est moi. Allez, on va retrouver notre humoriste pour son second passage. Il a des informations assez croustillantes à partager avec nous. Oui. Barbosa, de retour. Oui, là. La presse, la revue de presse, ça se passe bien. Oui, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Je vous l'avais dit au départ que nous avons encore 2 presses. Il y a le péché du jour et la colère du jour. Voilà. Ah, ça. Il y a le péché du jour qui affirme qu'il y a certaines femmes aujourd'hui qui tombent enceintes pour un autre homme et qui viennent donner à leur propre mari qui est sous leur toit. Que c'est grave et c'est très très dangereux. Qu'on doit vendre ces femmes-là aux toilettes de Godomé. Non, c'est pas extrême. Oh là là. Disons, ce journal-là, bon. Franchement. Ah oui, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, c'est le journal. Il y a certaines femmes qui tombent enceintes pour un autre homme et elles viennent donner à un autre homme. Non, mais on doit donner ces femmes-là aux toilettes de Godomé qui a besoin de ces femmes-là pour confession. Jamais. Non, c'est pour confession. Pour confession, oui. D'accord. Pour confession, elles doivent confesser. D'accord. C'est pourquoi il est bon d'avoir une seule femme. Oui, je suis d'accord. Mais en avoir 3, 4 ou 5 est une grâce. Ah.
Oui, c'est une grâce de on est Dieu. plus C'est pas donné à n'importe qui d'avoir 3, 4, 5 femmes. Ah là là. C'est pas donné à n'importe qui. D'accord. Maintenant, la presse toujours le péché du jour affirme qu'il y a certains garçons qui deviennent plutôt de plus en plus malhonnêtes. Oui. Toi, en tant que garçon, ta maman t'a tété, c'est-à-dire tu as tété les seins de ta maman pendant des années. Pendant 1 an, ou bien 1 an et demi et autres. Maintenant, tu te retrouves avec une femme. Et tu t'aides les seins pendant une demi-journée seulement et tu lui achètes voiture. Tu lui achètes iPhone 11. Tu lui achètes des portables. Attention, si tu ne changes pas de comportement, il y a l'enfer qui t'attend. Et il y a la presse, la colère du jour qui affirme. Et il y a accident à Godomé, il y a collision entre 2 bus. Entre 2 bus et il y a un mort et quelques blessés. Les gens de Godomé se sont soulevés, ils ont décidé à ce qu'on reprenne encore accident. Que ça, c'est pas accident, on appelle ça choc. On n'appelle pas ça accident. Donc, ils doivent encore reprendre l'accident. On va voir si c'est une seule personne qui va perdre réellement la vie. Merci beaucoup Barbosa pour cette partie d'humour et on va terminer en beauté danser. Il y avait un challenge en l'air. On va danser. Vous n'êtes pas obligé de rappeler ça. Oui, on va danser. Vous connaissez Bamanou, non? Ah oui. Voilà. Stanton. Qui est ici repris par Queen Fumi et Ralami. Voilà, on va découvrir Bamanou et on va danser. Je dansais beaucoup ça quand j'étais jeune. Ah bon? Dans les années 40, 45. Ah ça? Voilà. C'est fini. Beaucoup dansé par ici, hein, franchement. Jennifer, championne de... Bon, à vous de nous noter, hein, Barbosa. Au moins, tu es là, entre elle et moi. J'ai plus dansé que vous, hein, Jennifer avait un peu peur. Non. Mais je sais qu'elle danse plus. Merci, voilà. merci, je danse plus. C'est là où elle danse mieux. En tout cas, les téléspectateurs vont nous noter. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On a été très heureux d'avoir tenu ces 1h30 en votre compagnie. On va se dire à très
très bientôt. Au revoir et bonne journée.